Merci énormément. C'est un vrai privilège de pouvoir euh, s- intervenir après ces poèmes incroyables. Je suis plein de gratitude pour cet espace et votre présence aujourd'hui. Le titre de mon intervention, c'est Unashamed yet Unsupported. Euh, c'est une réflexion sur l'état de notre jeunesse noire. Et les gens disent souvent, il n'y a pas de honte à être soi-même. Euh, mais malheureusement, pour pouvoir pleinement s'épanouir, on ne peut pas vivre à l'intérieur des structures qui ne nous fournissent aucun soutien. Comme j'ai dit, mon nom c'est Mercy. J'ai environ 8 ans d'expérience en plaidoyer autour du monde pour les jeunes et pour les enfants. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Je viens de la Zambie. La partie du poème de Jay qui disait que l'avenir marine dans les paumes de la mer Afrique. Je suis fièrement zambienne et quand j'avais 5 ans, j'ai déménagé au Royaume-Uni avec ma famille. Je suis aussi partie d'un fonds euh, au Royaume-Uni, un fonds de 5 millions de dollars pour les jeunes noirs, suivant tout ce qui s'est passé en 2018. Je trouve souvent que ces événements représentent une forme de inégalité et de cri contre l'inégalité qui était longuement attendue. Je suis aussi la directrice non exécutive du partenariat d'innovation. C'est un partenariat qui travaille avec les organisations et les entreprises afin de rendre le monde et les différentes organisations plus justes. J'anticipe vraiment de vous en parler aujourd'hui. J'ai parlé de avoir déménagé au Royaume-Uni lorsque j'avais 5 ans. Donnez-moi quelques instants. Est-ce que Mercy demande d'être euh, là? Voilà. J'ai eu une enfance assez normale. J'ai grandi avec mes sœurs et mes parents. J'ai eu une enfance assez normale. Et une chose que j'ai appris plus tard qui n'était pas normale, c'était que j'allais régulièrement chez les médecins, presque à chaque 3 mois. J'avais des prises sanguines et je prenais des médicaments presque à chaque semaine. Et je me disais, wow, on a un superbe système de santé. Euh, une journée, je suis allé à l'hôpital avec ma famille et on m'a assis. Tout le monde avait l'air très solennel et ils m'ont expliqué des cellules de sang rouge et les cellules blanches. J'étais pas très intéressé parce que je ne connaissais pas beaucoup la science. Éventuellement, ils m'ont expliqué que j'étais né avec le VIH. À cette époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que je ne connaissais pas le VIH. Mais après cette conversation, j'ai commencé à penser à euh, cet effet et les perceptions de notre société par rapport au VIH. Et j'ai compris que ce stigmate et la honte qui vient avec ceci socialement serait plus nocif pour moi même que les symptômes eux-mêmes du virus. Donc, pour différencier euh, les différents types de stigmates qui viennent avec le VIH, pour moi, il y a les stigmates du public, lorsqu'on vit avec une condition de santé euh, à long terme, il y a beaucoup de stigmates, surtout dans le secteur de la santé. Au Royaume-Uni,
on a fait beaucoup de progrès pour parler de la santé mentale, notamment. Et la classe politique et la famille royale a parlé beaucoup de santé mentale. Donc, c'est devenu un sujet de conversation assez connu. Mais il y a encore beaucoup de stigmates. Il y a aussi beaucoup de stigmatisation que les gens se font envers eux-mêmes, de réaliser lorsqu'on a internalisé les narratives nocives qui viennent avec euh, ces types de conditions, on peut réaliser tous les effets négatifs sur la santé mentale qui viennent avec ces conditions. Il y a aussi des stigmates perçus. À plusieurs moments dans ma vie, j'avais l'impression que euh, les gens euh, me percevaient. Et il y a aussi les stigmates structurels reliés à l'accès. Évidemment, au sein de ces structures, les politiques et les systèmes et les institutions peuvent avoir des impacts qui nous stigmatisent. Finalement, on peut être stigmatisé par association. Par exemple, ma sœur plus jeune est négative. Elle n'a pas contracté le VIH, mais elle a subi quand même beaucoup de stigmatisation simplement par le fait que nous sommes dans la même famille. Et ça a des impacts très sérieux au niveau de la santé mentale. Il y a évidemment des effets connexes avec la stigmatisation publique. Il y a une série télévisée sortie au Royaume-Uni l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne me rappelle plus vraiment des dates pendant la période de COVID. Cette série télévisée observait les expériences vécues des personnes qui avaient le VIH dans les années 80 au Royaume-Uni. J'avais écrit quelques mots par rapport à la stigmatisation. J'ai écrit que la stigmatisation tue et elle nous affecte de manière très intime et personnelle. Mon incapacité de regarder les gens dans les yeux lorsque je parle de mon positif de VIH. Euh, j'ai souvent de la difficulté à exprimer en parole aux gens, verbalement, que le VIH est quelque chose qui a changé et d'expliquer vraiment la réalité qui ne devrait pas être si stigmatisante que cela. J'arrive à partager mon statut et je me sens chanceuse d'avoir pu le partager publiquement. Mais la stigmatisation me rappelle toujours de ma place perçue dans la société par les autres. Les gens nous perçoivent comme l'autre et nous marginalisent et peuvent nous déshumaniser à travers leur perception. La stigmatisation est une partie très centrale à la capacité des gens de se rétablir physiquement et mentalement. Mais si cliniquement on reçoit de l'aide et qu'on peut s'améliorer, même si mentalement nous n'allons pas bien du tout, ça peut ralentir notre réhabilitation. Je voulais partager ce film, ce court-métrage par l'organisation Chiva. C'est seulement les premières minutes que nous allons partager, mais il y a une chanson qui a été créée par les acteurs et actrices et je trouve que cette chanson résume très bien la stigmatisation vécue par ceux qui ont le VIH.
I never sit. 3 nurses, 2 doctors, and a specialist said I had HIV. I was confused, it meant nothing to me. They assume you understand, but I really didn't know what it was, it didn't land. I thought it wasn't a big deal, I mean, I took it as a joke, but then I saw my mum and she was choked. In total shock, like brimming with tears, and only then did I feel fear. This thing I had must be bad. Why else would Mum be sad? When I was young, my mum died of cancer. I don't know if that's true, but when I asked, that was the answer. I grew up with it, in and out of hospital all the time. I took medication every day, but I didn't know why. I thought it was part of being a kid, that was what all children did. Then in year 8, we had a lesson on STDs. So I asked my grandparents, do I have HIV? They looked surprised, thought I already knew. But honestly, I didn't have a clue. It was never spoken about. Then one night it came up on TV. It was my parents and me. Comic Relief made an appeal from Malawi. Some despairing kids and their dying mum. There was a silence in the room. I felt numb. I thought, is that what I've got? It can't be. I'm totally healthy. Those images are still with me. My mum said, never tell anybody. People will reject you. They'll know you got it from me. Just lie. Like a fool, at primary school, I broke her rule. I told a friend who told his mum, who was scared and shared it with the headmaster, who broadcasted it faster than a newscaster during a national disaster to all the staff. And then my mum got hauled in to explain the appalling tale. By then, everyone knew. The head asked... Is it true? No. So she didn't get it through you? No, neither of us have HIV. Oh, good. Because I didn't think you were that kind of woman. What the hell did he mean? It's obscene to demean people like that, as if you're to blame and have to feel shame. It's not my fault, and it's not my mum's fault. There's no enigma to the stigma. People are stuck in the past. If I take my medication with dedication, then my viral load is undetectable. Yeah, undetectable. There's a very simple equation. U equals U. Undetectable equals untransmittable. And untransmittable means you can't get it from me. And you can't get it from me. Not through sex. If we had a baby, it wouldn't have HIV. It's outrageous. People think it's contagious. You can't get it from a kiss. From piss on the floor. From touching my door. From drinking my drink. From licking my sink. From touching my skin. From the clothes I'm in. From holding my You hands. haven't got AIDS. No, they're not the same. We won't die. We're totally fine. We don't need your pity. We just need you to be educated. At school, it's taught as an STD. But that's not how I got HIV. They're still saying if you get it, you die. But that's a lie. It's just a way of scaring guys into wearing a condom, but that's not why you should use a condom. Whenever you have sex, you should put one on. It's a manageable medical disease, like asthma or diabetes. But for some reason, it's not the same. Diabetics don't hide away in shame. They take meds just like us. So what's the fuss? Why is HIV used to cuss? My mother won't let me tell my brothers, so I'm not going to tell others. I lie to my own kith and kin. And that's another thing. I got it, but my siblings didn't. Even at home, I keep it hidden. When I found out, I shut down. Headphones on, and I shut down. Skepta song, you know it. Don't let it show. Shut down. Let no one know. Shut down. Can't talk to my folks. Shut down. Bad taste jokes. Shut down. Don't tell friends. Shut down. Boyfriends, girlfriends. Shut down. Don't let it show. Let no one know what I'm going through. 'Cause I shut down. Don't talk to me. Shut down. HIV. And I shut down. Thank you so much. We'll pause it there. Merci tellement. On va l'arrêter là, mais le vidéo complet est disponible sur YouTube. Mais cette sensation de se sentir fermé, renfermé, ça capte très bien la stigmatisation, les défis de santé mentale que j'ai vécu à travers mon parcours en tant que personne jeune avec la VIH. Je suis très content de voir les commentaires. C'est une excellente pièce, morceau de travail. Je vais partager les liens dans le clavardage après que j'ai fini. Est-ce qu'on peut sauter le prochain diapo puis aller à celle d'après? Merci. Donc, je vais maintenant discuter de 2 exemples dans le Royaume-Uni qui répond aux défis de santé mentale pour des jeunes personnes noires que je trouve que c'est des exemples extraordinaires. Je vais partager celui-là, Homegirls Unite. Ils ont une citation dans un article dans Teen Vogue et je l'ai adoré. Ça capte tellement bien l'expérience. Les filles immigrantes sont le col qui rassemble une famille, sont leur conduite linguistique entre les parents et les nouvelles.
maison. Nous assistons avec toute la documentation, même si on ne le comprend pas complètement. On aide nos mères avec leurs tests anglais et leurs devoirs. On reste sur le téléphone pendant que on a nos propres défis avec les mathématiques, mais on a nos bienfaits aussi, un passeport de plus, un autre langage, une culture excitante et de la nourriture excellente. Je voulais identifier quelques-unes des défis supplémentaires qui sont identifiés en bleu ici. Les défis à laquelle nous faisons face en personnes immigrantes qui arrivaient au Royaume-Uni, je parlais aucun anglais et j'ai vraiment raisonné avec ce qui était décrit dans cette citation. Nous essayons de faire un équilibre entre l'adolescence, l'enfance, avec les défis d'être une personne immigrante. Alors, Homegirls Unite, c'est une groupe pour les filles aînées des familles immigrantes pour se rassembler, unir, trouver du soutien, ont accès au soutien en santé mentale, créer du contenu incroyable au sujet de prendre soin de soi-même et des défis à lesquels font face les filles aînées des familles immigrantes et offrir aussi du soutien pour les personnes qui ne sont pas nécessairement l'enfant aîné, mais qui ont des expériences similaires. Alors, tu devrais aller les voir. Leur travail, c'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes dans le clavardage qui disent qu'ils résonnent aussi avec cette citation. On va aller maintenant à la prochaine diapo. Les caractéristiques clés de Homegirls Unite, puis la raison que je voulais l'identifier aujourd'hui, ça reflète le fait que les jeunes personnes noires ne sont pas une monolithe. C'est toujours le cas quand on discute la santé mentale. Des fois, on offre vraiment une solution unique pour tout le monde. On a parlé avec 3 personnes noires, puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour parler avec les personnes noires au sujet de la santé mentale. Non, Homegirls Unite, ils ont réussi à rentrer dans, bon, je ne veux pas l'appeler une niche parce que c'est quand même une expérience assez universelle, mais un aspect en particulier de qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne jeune noire et compris comment créer un espace qui est compétent au niveau culturel, un espace de confiance et tu peux voir à travers toute leur communication, leur site web, ils savent toujours c'est qui leur public et ça me met à l'aise pour avoir accès à ce service ou référer d'autres personnes à ce service. Et c'est très important en tant que jeune personne noire de reconnaître la pluralité d'expériences qui cette identité englobe, que chaque personne noire est un individu qui a besoin de quelque chose de différent. Il n'y a pas qu'une seule solution qui peut répondre à tous les besoins qui existent. Si on va maintenant au prochain diapo. Les Young Changemakers, les jeunes changeurs, c'est plusieurs organismes qui sont rassemblés au Royaume-Uni. C'est des groupes que je trouve vraiment incroyables. Ils ont été créés pour offrir une égalité dans l'accès aux santé mentale et créer un service de santé mentale qui est pertinent au niveau culturel, qui réussit à faire des connexions avec les personnes racisées. Il est créé en réponse à des inégalités systématiques qui ont été mises en évidence par l'impact de la pandémie COVID-19. Donc, il essaie d'avoir des influences sur les politiques, changer la façon de fonctionner sur les travailleurs de première ligne. Et ils ont aussi un rapport qui vient juste d'être publié. Je vais mettre un lien à ça dans le clavardage. C'est un excellent rapport, mais encore, c'est une groupe qui reconnaît que les personnes jeunes ne sont pas un bloc homogène et qu'ils ont le futur aussi. J'ai identifié le fait que j'ai eu des années d'expérience incroyables parce que les personnes ont eu confiance en moi, en personne jeune, pour prendre une position de leadership, puis me permet d'aller de l'avant. Et moi, je crois que les personnes jeunes ont besoin d'être les architectes et de concevoir les solutions pour nos communautés. Il y a du recherche très intéressant qui est fait au Royaume-Uni au sujet de l'expérience des jeunes personnes noires pendant toute la pandémie du COVID-19. Et ça m'a mis ça en tête quand je discutais Homegirls Unite, mais il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent avec les différences de genre pour les expériences de les quarantaines, les périodes
de école à la maison, puis tous les impacts différenciés entre les filles et les garçons, et donc de vraiment avoir un point de vue qui distingue bien entre différentes réalités pour soutenir ces individus. Et quand on ne réussit pas à identifier et travailler avec ces différences, fréquemment, les réponses qui sont créées ne font que re-augmenter les traumatismes ou les expériences négatives des individus qui veulent aider. Et un autre organisme que je voudrais nommer, Black Minds Matter, c'est un groupe qui offre du soutien aux personnes noires au Royaume-Uni pour avoir accès à une thérapeute noire. Ils payent pour, donc c'est gratuit pour les personnes qui utilisent le service. Donc, vraiment intéressant si vous voulez faire des recherches à ce sujet aussi. C'est un groupe incroyable. Moi, j'ai une question sur le prochain diapo que je voudrais que vous... Oh, avant ça, peut-être que je l'ai enlevé. Alors, je n'ai pas de questions, mais j'allais demander à tout le monde de peut-être partager des exemples que vous avez eus à travers votre propre travail, que vous vouliez partager. Et il y a 7 citations que je trouvais qui étaient très importantes. Le travail qui est fait par les Young Changemakers, c'est unique au Royaume-Uni. C'est soutenu par le Centre pour santé mentale, que dans le Royaume-Uni, c'est un des plus grands organismes impliqués dans ce secteur, si on peut le nommer comme ceci. Mais ils ont été vraiment mis au défi pour le travail qu'ils font dans les communautés noires, avec les communautés noires. Et ça, c'est un projet qu'ils ont mis de l'avant pour essayer de répondre aux inégalités qu'ils n'avaient pas vraiment reconnues par le passé. Le PDG avait dit, puis je trouvais que c'était très vrai, le racisme est toxique aux santé mentale. Notre recherche en travaillant avec des personnes jeunes à démontrer les impacts des injustices raciales sur leur santé mentale et manière que c'est renforcé dans leur expérience de chercher du soutien pour la santé mentale. C'est un excellent moment pour les jeunes personnes racisées de participer dans la recherche et l'évaluation pour avoir une meilleure perspective sur leurs expériences. Leurs voix ont été manquantes de ce débat. On a beaucoup à apprendre et on espère créer du vrai changement systémique. Ben, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'est des voix qui manquaient. Je pense qu'elles étaient plutôt exclues, mais ce qu'elle dit que ça prend un changement social et systémique. Une partie de l'écosystème ne peut pas tout transformer ce qui est nécessaire pour soutenir les jeunes noirs, personnes noires. Je pense que ma question, c'est peut-être sur le prochain diapo. Oui. Alors, s'il vous plaît, partagez des exemples que vous avez dans le clavardage. Je vais juste offrir 2 minutes pour y penser. Moi, pour moi, j'ai toujours beaucoup de difficulté à répondre à une question dans le moment précis. Alors, je vais vous donner juste quelques moments pour penser à des exemples que vous pourriez partager. Excellent. Alors, j'ai continué avec le prochain diapositive, mais j'adore tout ce qui se passe dans le clavardage. Merci tout le monde pour vos contributions. Je veux mettre l'emphase pendant cette dernière partie de mon présentation au sujet de 3 éléments. J'ai déjà dit que je viens du Royaume-Uni. Je vais parler au sujet du contexte dans le Royaume-Uni. Et un élément qui est très important à nommer, c'est que les communautés noires et les données, puis j'imagine que c'est l'expérience dans plusieurs autres places dans le monde aussi, j'ai déjà vu ça, mais le collecte de données, l'utilisation des données n'est pas une expérience équitable. Donc ça, c'est une mise en garde importante pour le données que nous avons. Donc, premièrement, on n'en a pas assez. Et deuxièmement, la façon que le collecte de données a été fait et a fréquemment été utilisé pour travailler contre les jeunes personnes noires. Et je vois dans le clavardage aussi, Karen a fait un commentaire des peurs que les professionnels vont partager, les parents, les écoles pour partager des détails. Puis c'est exactement le sort d'enjeu qu'on voit avec la collecte de données. Alors, je vais être très clair avec cette mise en garde avant de partager ces données.
je suis consciente des défis et les lacunes qui existent dans la collecte de données qui est présentée. Je voulais commencer en discutant les facteurs de risque pour les personnes jeunes et les enfants noirs. Je voulais discuter la façon que la perception de les identités noires peuvent créer des risques, mais je veux simplement identifier que une identité noire en soi n'est pas un facteur de risque. Des fois, je pense qu'on peut partager des messages que juste parce que certaines communautés sont à plus haut risque que d'autres, donc, leur identité en soi, c'est un risque, mais ce n'est pas le cas. C'est les inégalités systémiques et structurelles, l'environnement qui les entoure qui crée ces risques. Ce n'est pas l'individu en soi qui est à la cause de ces risques. Pour des jeunes personnes noires, il y a fréquemment une manque de proportionnalité qui viennent avec leur identité. On voit dans le système d'éducation ici, dès une très jeune âge, et tout au long de l'éducation, la façon à laquelle on vous répond en tant qu'enfant ou jeune personne noire est très différent que vos pères. Et je pense que c'est très important quand on pense aux expériences des jeunes personnes noires. C'est des fois, ça peut être très difficile pour eux de prendre la parole ou d'agir d'une façon pour communiquer qu'ils ont besoin de soutien. Je veux aussi dire que le but et la façon qui fonctionne la suprématie blanche, c'est de déjouer les populations. Et je pense que fréquemment, nous, en tant que société, on ne réussit pas à reconnaître ces expériences. Donc, dans le Royaume-Uni, on a un rapport du gouvernement qui a été publié, je pense, en 2020, un rapport qui disait que le racisme institutionnel n'existe pas. Et si vous avez existé au Royaume-Uni, vous saviez que ce n'est pas vrai. Mais d'avoir un rapport du gouvernement qui a ça comme conclusion, c'est un exemple de la façon que la suprématie blanche travaille pour défaire les situations, pour travailler contre les populations noires. Et fréquemment, en tant que jeune, on ne reconnaît pas toujours les facteurs qui expliquent pourquoi qu'on se sent fréquemment confus ou frustré parce qu'on a un manque de validation pour nos points de vue, nos réalités. C'est une situation euh, très étrange dans laquelle se retrouver. Donc, c'est un facteur de risque que je pense est important de le nommer. Les personnes vivent des situations, mais la réalité des situations ne sont jamais reconnues. Donc, j'ai deux éléments clés sur ce diapo, que les personnes jeunes de communautés racisées sont beaucoup plus sont beaucoup plus d'impact à cause des facteurs de risque liés aux santé mentale, ce qui inclut être exclu du système d'éducation, être impliqué dans le système de justice criminelle, être itinérant. Donc, c'est important de reconnaître que quand on essaie de penser au sujet des jeunes personnes noires, il faut pas juste penser à leur identité personnelle, mais tous les systèmes qui les entourent, avec lesquels elles ont une interaction et qui les impactent de jour à jour. Nous avons aussi vu que les jeunes personnes de communautés racisées ont eu des impacts disproportionnés à leur bien-être mental pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'inégalités qui ont été accentuées par la pandémie. Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui commencent à identifier les jeunes qui ont vécu la pandémie en tant que la classe du COVID. Alors, ça va être intéressant de les suivre durant leur développement, voir c'est quoi les impacts de cette expérience à un moment très formatif. Cette diapo ici, c'est au sujet de l'accès aux services. Je viens juste discuter de différentes intersections qui existent, mais c'est très important de reconnaître que pour les personnes jeunes qui sont noires, leur parcours, leur piste pour avoir accès au soutien santé mentale est très différente que ce qui est disponible pour d'autres groupes et individus.
On peut voir que les enfants de communautés racisées sont moins probables qu'ils aient accès aux santé mentale traditionnelle que leurs pères blancs et blanches, mais sont 2 fois plus probables d'avoir accès à un soutien santé mentale par un ordre de cours. Et ça, c'est une statistique qui me dérange à chaque fois que je le vois. Ça fait pas de sens, mais ça fait du sens si on voit vraiment la structure et le contexte dans lequel nous vivons, mais c'est pas acceptable. Mais je voulais parler d'une donnée spécifique que nous avons ramenée de l'expérience des jeunes hommes et garçons noirs et la façon qu'ils accèdent le soutien à travers leurs amis et leur famille pour leur santé mentale. Bien sûr, quelque chose qui est très positif, mais il faut quand même être conscient du fait que on peut voir l'impact de stigmatisation dans les communautés noires, les santé mentales, c'est encore quelque chose. Donc, on essaie de voir comment le discuter de manière qui est sensible envers les autres. C'est positif que les garçons noirs sont capables d'avoir accès au soutien de leur famille et leurs enfants, mais les données sont très différentes pour les jeunes hommes et garçons blancs qui ont fréquemment accès au soutien à travers d'un système professionnel de psychologues, de docteurs. Donc, il y a une disparité dans l'accès à cet soutien professionnel, mais ça parle aussi au manque de professionnels avec une sensibilité culturelle pour ces communautés qui existent dans le Royaume-Uni. Et il y a une autre donnée que je trouve qui est très alarmant. Les enfants noirs sont 10 fois plus, euh, c'est 10 fois plus probable qu'ils vont être référés à des services de soutien mental adolescents pour adolescents ou jeunes à travers leur travailleur social que à travers leur docteur de famille. Donc, cette différence d'ordre de magnitude, 10 fois plus, c'est immense. Et ça revient au groupe que j'avais mentionné, les Young Changemakers, d'essayer de pousser les professionnels de comprendre cette différence et de penser aux inégalités en accès aux santé. On est maintenant au prochain diapo. Quand nous pensons aux expériences de care, de soins, ce que je voulais discuter ici, que pour n'importe qui travaille avec des jeunes, des enfants, vous saviez que c'est pas des personnes qui existent dans le vide. Ils apparaissent de rien. Non, ils ont tout un système, un écosystème autour de eux. Ils ont des histoires familiales. Donc, quelque chose qui est important à garder en tête avec les jeunes personnes noires, c'est les traumatismes intergénérationnels avec lesquels il et elle vivent. Pour moi, l'expérience de la stigmatisation autour de la VIH, il fallait aussi que je comporte avec l'expérience de mes parents. Et je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de données qui nous démontrent comment que leurs familles euh, vivent leurs expériences à travers les générations avec des systèmes comme la colonisation, le déplacement forcé et ça pourrait offrir beaucoup plus de contexte pour les jeunes personnes qui sont dans votre centre communautaire. Les personnes, les jeunes personnes de communautés racisées ont exprimé qu'ils se sentent moins reconnus et compris quand ils discutent avec leur docteur de famille au sujet de santé mentale à comparer à leur père blanc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Ça fait plus difficile d'aller chercher un accès à ces services pour le soutien de santé mentale si on s'attend qu'on ne sera pas entendu et compris quand on se présente pour s'exprimer. Et ça revient à tout le système social qui existe et qui sous-tend ces expériences qu'il faut transformer pour les résoudre. Finalement, les personnes noires c'est 4 fois plus probable qu'une personne noire sera détenue sous l'acte sur la santé mentale que les personnes blanches. Et un cas récemment qui était très concernant,
on voit ça dans une partie de l'expérience publique au Royaume-Uni. Les expériences des personnes qui comportent avec des défis de santé mentale et leurs pistes pour avoir accès aux services ou d'être criminalisés pour ces défis, c'est très inquiétant. Nous avons besoin d'un changement au système qui essaierait de complètement renverser notre récit. Présentement, au Royaume-Uni, il y a un lien très étroit entre la criminalisation et la santé mentale et c'est vraiment problématique. Alors, les institutions, les gouvernements ont besoin de reconnaître que c'est problématique et ça demande un changement à notre approche systémique, de façon que c'est compris et pour changer l'expérience pour les personnes jeunes qui ont besoin, sont forcées à avoir contact avec le système de justice criminelle. Donc, j'ai une question. Comment est-ce que les données que j'ai partagées, ça résonne avec vos expériences? Je vais te demander de juste répondre à ça dans le clavardage et je vais vous offrir quelques moments pour y penser. Je sais que j'ai partagé bien sûr beaucoup de données, alors vous pouvez prendre votre temps pour l'intégrer. Oui. Addison a dit je suis déçu, mais pas surpris. C'est fâchant, mais malheureusement, ce n'est pas surprenant. Et juste pour répondre à une question, quand le clavardage, oui, nous avons un acte que c'est santé mentale, c'est une raison de te faire arrêter par la police. Et il y a la ligne entre une criminalisation du santé mentale, c'est un grand problème au Royaume-Uni. J'ai un projet sur lequel je travaille présentement. J'ai allé dans les cours pour observer plusieurs cas. Et en général, tous les cas que j'ai vus pendant la journée, ce n'était pas une matière criminelle. C'est quelqu'un qui était détenu pour leur santé mentale et maintenant se retrouve dans le système de justice criminelle. C'est vraiment pas une bonne situation. Est-ce que vous avez des équipes pour soutien, pour des crises au lieu des polices qui peuvent être appelées? Malheureusement, au Royaume-Uni, vu que les personnes ne reconnaissent pas une différence entre santé mentale et quelque chose de criminel, fréquemment la police est appelée pour répondre à des crises et ça, c'est un enjeu. C'est le premier groupe qui est appelé. Il y a quelques organismes au Royaume-Uni. L'organisme s'appelle Shout, Cri, qui offre du soutien pour des personnes en situation de crise, sont de plus en plus populaires. C'est à eux que je pensais quand j'ai fait référence aux familles royales. Ils ont offert beaucoup de soutien, mais la plupart des personnes au Royaume-Uni appelleraient la police pour répondre à une situation de crise. Karen a nommé le 13th sur Netflix pour une histoire de la connexion entre l'éducation et le système carcéral, qui dit que c'est très similaire aux situations au Canada, une grande pourcentage d'incarcération, etc. Peu Alors, les statistiques sont très similaires au Canada. Ça a été identifié dans le clavardage. Tout à fait d'accord avec vous. Lorraine dit, c'est quoi l'impact du suprématie blanche et racisme anti-noir comme une source critique pour les défis de santé mentale dans les communautés noires? Absolument. Je l'ai mentionné brièvement au début, quand je disais que les identités noires, ce n'est pas un problème, c'est la réponse sociale à ces identités qui est un enjeu. Et le rapport du gouvernement que j'avais mentionné, qui avait conclu que le racisme institutionnel n'existe pas, et d'autres inégalités aussi, veut dire que au Royaume-Uni, c'est très difficile pour nous de faire une collecte de données au sujet de l'impact de race, mais c'est très difficile donc pour travailler sur ces questions, mais c'est pour ça que j'avais nommé
les Young Changemakers. C'est un groupe qui est dirigé par des jeunes que je vois en tant qu'une première qui ont vraiment du financement et la possibilité de faire des changements dans cet espace. Mais oui, l'impact de la suprématie blanche et le racisme anti-noir, on peut jamais assez en parler dans la relation entre la santé mentale et les communautés noires. Il y a quelqu'un d'autre qui avait nommé les différences, les impacts de la pandémie sur les en lien avec le genre des jeunes personnes. Et oui, fréquemment, les expériences des jeunes personnes n'est pas compris de cette façon. Alors, merci tout le monde pour votre participation avec moi à cette présentation. J'adore cette pièce d'art que j'avais vue sur Instagram un jour. Je voulais conclure en poussant pour un changement profond, systémique. Ça prend quelque chose pour que les personnes, et particulièrement les personnes en pouvoir, pour reconnaître qu'il y a un problème et de reconnaître que la façon que les systèmes sont organisés reproduit ces problèmes. Mais j'adore ce problème parce que ça me rappelle toujours qu'il y a toujours plus que le douleur noire et l'épanouissement, c'est quelque chose qui nous est toujours possible. Les futurs noirs sont importantes, les rêves noirs sont importantes, la richesse noire sont importantes, le, la joie, l'espoir, l'éducation, les possibilités, l'art et les vies des personnes noires sont importantes. Et tout ce que nous faisons pour soutenir les personnes noires avec leur santé mentale reconnaît que les vies des personnes noires sont importantes. Et c'est pour ça que ce travail est tellement important. Prochaine diapo, s'il te plaît. Sur ce, j'aimerais encore vous remercier et j'anticipe le reste de notre session. Voilà mes contacts. Si vous voulez m'écrire, vous êtes les bienvenus et vous pouvez voir les liens aussi que j'ai partagés dans le chat. J'attends la session de questions et réponses. Merci.